Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute de Garage. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter l'essai de la R5. Mais ce ne sera pas qu'un essai. On va faire plusieurs choses aujourd'hui. On va d'abord aller voir la revue technique de la voiture pour avoir vraiment toutes les notions techniques qui sont nécessaires à comprendre. Ensuite, on ira se promener avec la voiture et vous verrez que ça va être super fun. Enfin, on reviendra au studio pour faire la conclusion et surtout lever un petit problème que j'ai rencontré avec cette voiture en particulier. Restez bien jusqu'au bout parce que c'est un problème que j'ai déjà eu lors d'un essai dans le passé et très sincèrement, alors c'est embêtant, mais rassurez-vous, il n'y a rien de grave. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier Alexandre et toute l'équipe de Renault Saverne pour le prêt de la Renault 5. J'ai eu une totale liberté de mouvement pour faire les tests que je voulais pour ma vidéo. Et ça, c'est génial. Un très grand merci. D'ailleurs, si vous passez par là-bas, faites-leur un petit coucou de ma part et allez voir la R5 au détour d'un passage à la chocolaterie Bockel d'un côté de la concession ou en allant admirer le bâtiment centenaire de la brasserie Licorne de l'autre. Vous voyez, on est dans un endroit qui est plutôt sympathique. Voilà. Le deuxième merci, c'est à vous que je voudrais l'adresser. C'est grâce à mes plus de 100 000 abonnés que des portes s'ouvrent. Et sans vous, rien n'aurait été possible. Donc un grand merci à tous mes abonnés et à ceux qui font croître la notoriété de la chaîne. Ceci étant dit, il est temps de parler de la R5. Beaucoup de choses ont été dites par d'excellentes chaînes et pas mal d'essais sont déjà sortis sur cette auto. Comme d'habitude, je suis à la traîne. Mais encore une fois, c'est pour une bonne raison. Si des essais presse permettent de découvrir une auto, l'utiliser comme on le ferait dans la vraie vie demande un peu de temps. Je trouvais qu'il restait des zones d'ombre dans des vidéos très conventionnelles d'essais, et donc, il restait une place pour un contenu différent. Cette vidéo sera donc d'un autre format que ce que vous avez déjà pu voir. Donc si vous voulez découvrir la R5 avant d'en savoir plus, je vous invite à aller voir les essais de mes confrères avant de revenir ici pour entrer plus dans le détail des choix faits par Renault, mais aussi pour aller au-delà des protocoles d'essais habituels, en se plongeant dans la vraie vie et les usages qu'on a réellement d'une R5. Je le dis depuis toujours, une auto est une affaire de compromis et de choix techniques. Ces derniers sont faits en fonction de conditions à un instant T, mais aussi en fonction d'une philosophie ou d'une stratégie. Ainsi, Tesla a par exemple fait le choix d'une évolution rapide et constante qui l'amène aujourd'hui à être une locomotive technologique pour toute l'industrie de la voiture électrique. Chez Renault, les choix étaient un peu plus compliqués puisqu'il a fallu faire avec un contexte industriel et commercial existant. Lorsqu'en 2020, Luca De Meo arrive à la tête du constructeur, il découvre une marque dont l'avenir est compliqué. Les produits de l'époque n'ont pas vraiment d'âme et sont en perte de vitesse. C'est en voyant une maquette de travail de la R5 qu'il imagine la mettre en production et donne immédiatement l'ordre de le faire. La R5 a donc suivi un parcours de développement rapide qui l'a amené aujourd'hui sur nos routes en ayant fait des choix pas toujours évidents d'un prime abord, mais qui ont pour la plupart du sens. Le premier choix qu'a dû faire Gilles Le Borgne, directeur technique de Renault et ses équipes, est celui de la plateforme. La structure de la Renault 5 fait appel à une nouvelle architecture appelée CMF-BEV, rebaptisée depuis plus simplement Ampere Small. Ce qu'on appelle une plateforme, c'est avant tout une architecture de pièces qui doivent fonctionner ensemble. On désigne sous ce terme le moteur, la batterie, mais aussi les systèmes de gestion, les suspensions et l'électronique de bord, sans oublier les logiciels. Ce que ne comprend par contre pas la plateforme, c'est la caisse du véhicule ou son look intérieur-extérieur. Ampere Small est donc une version plus petite de celle du Scénic E-Tech et une évolution de celle de la Mégane du même nom. Elle devait pourtant répondre à deux impératifs liés à la stratégie à long terme de Renault, mais aussi à sa nouvelle taille. Depuis la création du programme Z2, Renault a voulu voir les choses un peu plus à long terme que d'autres acteurs, et l'arrivée de Luca De Meo a encore accentué ses choix importants. Pour ce dernier, Renault devait rester un constructeur français, et pas seulement un assembleur de pièces venues du monde entier.
Produire les éléments qui constituent la voiture est une chose, mais en plus s'assurer d'avoir une production locale des matériaux permettait de faire un pas de plus vers la durabilité. Or, il existe deux types de matériaux qu'on importe massivement pour produire des voitures électriques, les terres rares et les constituants de batterie. Pour les terres rares, il existait déjà une solution pour s'en passer, le moteur asynchrone à induction. Celui-ci est par contre gourmand en métal pour son rotor et a d'autres inconvénients qui le rendent compliqué à utiliser dans une petite auto destinée essentiellement à faire des trajets en ville. Plus léger et plus adapté à une citadine, le moteur synchrone était un choix de raison, mais s'il est à aimant permanent, il inclut des terres rares. En utilisant un rotor bobiné, on supprime ces matériaux critiques, même si le rendement est un peu moins bon. D'un autre côté, si on veut l'utiliser en combinaison avec un autre moteur, et qu'on n'alimente pas son rotor en électricité, il n'offre pas de résistance comme un moteur à aimant permanent. Tout comme ma Tesla Model S a deux moteurs, les futurs modèles utilisant la plateforme Ampère pourront faire varier totalement la puissance du tout à l'avant à tout à l'arrière, sans perte de rendement ou nécessité d'avoir recours à un découplement mécanique de la transmission. On aura donc une simplicité de conception et une meilleure fiabilité. On sait maintenant pourquoi la Zoé avait reçu en son temps un moteur sans terres rares, et c'est l'évolution de celui-ci qu'on retrouve désormais dans les R5, Mégane et Scénic. N'allez pourtant pas croire qu'ils sont identiques, ou même proches. Ils sont aussi différents qu'un moteur Cléon-Fonte de Renault 5 de 1972 de celui qui équipait les Renault d'avant-guerre. Pour en améliorer le rendement et la durabilité, Renault a travaillé sur son refroidissement interne grâce à un circuit d'huile sous pression qui injecte le précieux liquide à des endroits stratégiques du rotor et du stator pour éviter les points chauds. Cela évite donc que certaines pièces, comme les roulements, ne vieillissent prématurément. Au-dessus de ce moteur se trouve l'électronique de puissance qui le pilote, et encore au-dessus, une toute nouvelle pièce qui a plusieurs fonctions. Chargeur, convertisseur DC-DC et la distribution du courant à basse tension dans l'auto sont réunis en un seul et même sous-ensemble. Tout le package est conçu pour être placé sous le capot de l'auto afin de libérer de l'espace dans l'habitacle. Et il faut bien dire qu'avec une petite auto, chaque centimètre compte. Renault a préféré favoriser la vie à bord plutôt qu'un coffre avant, et sur une citadine, ça a du sens. Le choix de Renault a aussi été dicté par la volonté de garder la traction avant, pour ne pas changer les habitudes des clients, mais aussi pour offrir le meilleur rapport encombrement-espace intérieur. De la même manière, la batterie se devait d'être plate. Dans la Zoé, c'était déjà plus ou moins le cas, mais là aussi avec des différences de taille. La première électrique de Renault avait en effet un refroidissement par air forcé. C'était bien pour limiter la température, mais nettement moins efficace qu'un refroidissement liquide. De plus, ce dernier est bien plus efficient si on veut avoir un réchauffement de la batterie lorsque c'est nécessaire. Cela permet ainsi de bénéficier de puissances de recharge plus élevées en courant continu. La R5 dispose de 100 kW maxi pour notre version d'essai contre 50 pour la Zoé. Les ingénieurs de chez Renault se sont rendus compte que la température d'une batterie influe également sur ses performances, et donc que contrôler plus précisément celle-ci permet une meilleure efficience et un usage facilité pendant la conduite. La R5 dispose donc de ce qu'il y a de mieux en termes de contrôle thermique liquide, avec une gestion du préconditionnement. Comme chez Tesla, entrer une borne de recharge dans le GPS et la voiture fera en sorte d'amener les cellules à bonne température au moment de la charge. C'est automatique et transparent pour l'usager. Lorsqu'on compare les deux batteries, celle de la Zoé et celle de la R5, on voit qu'elles sont aussi totalement différentes à l'intérieur. La Zoé reposait sur 192 cellules poches LG assemblées en 12 modules. La Renault 5 fait appel à des poches aussi, mais produites par Envision AESC. Elles sont assemblées en seulement 4 grands modules pour un total de 184 poches. Ce choix permet de faciliter la production, mais aussi la réparation. Sur Zoé, remplacer un module était possible, mais cela demandait une très bonne uniformité entre tous les autres modules afin de ne pas créer de déséquilibre qui, sur le moyen terme, accélère le vieillissement du pack. C'est un peu comme quand on a des températures différentes par module, parce que le module est assemblé n'importe comment, et que la batterie se dégrade plus facilement, parce qu'il n'y a pas la même température et pas les mêmes conditions de dégradation. Or, il est bien plus facile d'avoir une uniformité sur les grands modules de la R5, ce qui rend le remplacement d'un module plus efficace sur le long terme, mais aussi plus facile à gérer pour les équipes techniques. Vous savez que je n'ai jamais été grand partisan des cellules poches, mais ici elles prennent tout leur sens, comme dans tous les véhicules de taille réduite.
Lorsqu'on dispose de peu d'espace, mettre des poches permet d'avoir un pack plus compact, même s'il sera plus lourd que s'il était composé de cellules cylindriques ou prismatiques. Elles sont donc judicieuses dans une R5 pour préserver l'espace intérieur. De plus, elles n'avaient pas besoin d'avoir de puissance de charge ou de décharge extrême, comme dans certaines autos sportives, et donc peuvent être refroidies uniquement par le bas. Dans le même esprit, la densité énergétique dépend des chimies des cellules. Et pour une auto aussi petite, adopter la chimie nickel-manganèse-cobalt peut avoir du sens. Cela pourrait bien changer avec les nouvelles évolutions que nous prépare Ampère niveau batterie. Mais au moment du lancement de cette R5, c'était un choix tout à fait réfléchi et logique. Pour terminer cette partie batterie-moteur, il faut aussi parler stratégie. En effet, Renault a décidé de garder la majorité de ses chaînes d'approvisionnement au plus proche de l'usine de Douai. Envision AESC est en train de terminer la construction de son usine de batterie qui fournira les packs de Renault 5, mais aussi des Renault 4, dès juin 2025. Les cellules actuelles sont produites dans une autre usine pour le moment. Ce fournisseur n'est pas nouveau pour Renault, ou du moins pour l'ancienne alliance Renault-Nissan. C'est en effet ce fabricant qui a fait les cellules des Nissan Leaf. Mieux, l'entreprise a été créée par Nissan pour la Leaf, avant d'être revendue à Envision. Autre point pour la chimie, les batteries NMC, tout comme les cellules poches, sont les plus aptes au recyclage, et donc à la fourniture de l'usine en cycle vertueux. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui, car cela demandera un épisode à lui tout seul, et celui-ci viendra d'ailleurs très prochainement. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas le rater. Pour l'instant, sachez que mes recherches m'ont conduit à approuver les choix techniques faits pour la R5 d'un point de vue long terme, au niveau de la batterie ou du moteur, même si cela débouche sur quelques limitations qu'on verra un peu plus loin. Pour la partie suspension, Renault a décidé de voir les choses d'un point de vue global. Si la plateforme Ampère doit être déclinée sur plusieurs modèles de taille et de vocation différentes, autant la doter du meilleur, et c'est ce qui s'est passé. Le train arrière multibras aurait été trop cher et complexe pour la seule R5, mais si l'A290, le Scénic et d'autres modèles Renault ou Alpine s'en servent, eh bien il devient un plus pour la citadine sans coûter plus cher. Ensuite vient la partie informatique, qui est aujourd'hui primordiale. Entre les systèmes opérationnels de la voiture, les aides à la conduite et l'interface utilisateur, le pôle Ampère de Renault a travaillé main dans la main avec Google Automotive, et ça donne un sacré résultat. Je dis souvent qu'une auto électrique peut être aussi bonne qu'elle veut d'un point de vue technique. Elle n'est réellement bonne que si elle est simple à utiliser. Cela implique un bon planificateur de trajet et une facilité d'utilisation des fonctions électriques de la voiture. D'un point de vue caisse, Renault a utilisé son savoir-faire en reprenant des solutions éprouvées sur la Clio, tout en la dotant d'un empattement énorme par rapport à la longueur. Encore une fois, c'est l'habitabilité qui est recherchée et je trouve que c'est plutôt réussi. Pour conclure cette partie technique pure, on peut dire que les compromis qu'a fait Renault sont en faveur de l'habitabilité et de l'économie circulaire. Ils ont conçu une citadine se voulant polyvalente dans les versions haut de gamme, même si le choix moteur peut représenter un handicap par rapport au moteur à aimant permanent. Penchons-nous maintenant sur le style. Lorsque j'ai vu la voiture, l'affiliation avec son ancêtre est évidente. Mais avec quel ancêtre ? Entre la R5 de 1972 et la Super 5 de 1984, on découvre qu'en fait, elles ressemblent aux deux. Avec, en plus des éléments évoquant la R5 Turbo ou la R5 Alpine, c'est toute l'histoire de l'auto qui est reprise, mais avec une touche moderne et même parfois futuriste. Le terme rétro-futuriste n'est pas galvaudé ici. Les gens de la techno, par exemple, évoquent celle de la R5 Alpine de 1979, sans pour autant les singer, tout comme l'entrée d'air des premières R5 devient l'indicateur de charge. Tiens, parlons-en d'ailleurs de la charge. La trappe se trouve à l'avant gauche de la voiture, ce qui semble être un choix étrange. La mettre à l'avant était une évidence pour le côté technique. Contrairement à une Tesla qui a toute son électronique de charge sous la banquette arrière, la R5 regroupe tout cela sous son capot. Il n'y aurait pas eu de raison de tirer tous les câbles vers l'arrière. Ceci dit, pourquoi l'avoir mis à gauche ? Toutes les nouvelles Renault l'ont à droite, et c'est bien plus logique. Dans le cas d'une borne de recharge sur un parking au bord de la route, cela impose de faire le tour de l'auto, côté circulation pour brancher ou débrancher. De plus, cette disposition ne permet pas d'utiliser un superchargeur V3 ou V2 sans occuper deux places. Bref, j'ai du mal à comprendre ce choix contraire au reste de la gamme Renault électrique. En revanche, côté positif, l'intégration des fonctions V2L mais aussi V2G est juste dans l'air du temps.
Pour recharger un vélo, un scooter ou même une autre auto électrique, vous disposez d'un adaptateur de série sur Iconic 5 et en option sur Techno. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est, voilà, j'ai mon scooter et je veux le recharger. Voilà. Donc si je veux le recharger, eh bien, je vais pouvoir le faire avec la R5. Et c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça, j'ouvre la trappe. La voiture est déverrouillée. Ok, les rétros sont sortis. Donc ensuite, je vais brancher l'adaptateur. Et là, il se verrouille. On voit que il y a une prise de brancher et qu'il y a une sortie visiblement. Donc on va aller voir. Que se passe-t-il ici? Donc on a le V2L qui est branché. Et on entend déjà le chargeur du scooter qui montre que oui, il charge. La prise délivre jusqu'à 3,7 kW. Pour le V2G, donc pour alimenter votre maison, il vous faudra une borne Mobilize et un abonnement spécifique. Mais du coup, la batterie de la voiture, en plus d'être utilisée pour la maison, peut vous faire des économies en réinjectant une partie de l'électricité à des moments précis. Là aussi, il serait trop long d'en parler ici, j'en ferai une vidéo complète bientôt. Pour ce qui est de la taille de l'auto, si on s'arrête à la longueur, on est face à une petite voiture. Enfin du moins, selon les critères d'aujourd'hui. Avec 3,92 m, elle est une des plus courtes de sa catégorie. Mais c'est 40 cm de plus qu'une R5 de 1972 et près de 30 cm de plus qu'une Super 5 5 portes. Pour la largeur, la nouvelle R5 ajoute 20 cm environ à ses deux ancêtres. Ce qui n'est pas rien. Au niveau de la hauteur, là c'est carrément un monde de différence, même si en valeur absolue, l'accroissement peut paraître anodin. Alors que les Renault 5 et Super 5 culminaient à 1,40 m, la nouvelle monte de près de 10 cm. C'est énorme d'un point de vue usage et praticité. Sincèrement, après avoir comparé à ma Model S, l'entrée et la sortie sont bien plus faciles dans la R5. Il n'y a que 6 cm de différence. Pour moi, c'est le juste compromis entre une berline et un SUV. À l'intérieur, on ressent bien cette taille plus grande que dans certaines citadines. J'ai décidé d'en avoir le cœur net et j'ai donc installé les paniers de mes assistants sur la banquette arrière. Et vous savez quoi? Ça rentre. Enfin presque, parce que le panier à choupi est vraiment très grand. Il faut un peu pousser la porte pour qu'elle se ferme bien, mais c'est l'affaire d'1 centimètre ou 2 au plus. Je vais racheter un panier pour Choupi qui a la même taille que celui de Ubi et puis ce sera réglé. Pour installer les chiens à bord, c'est plus pratique que dans ma Tesla et presque autant que dans le modèle Y. Assis à bord, madame et moi avons de la place pour ne pas nous gêner et l'espace aux jambes à l'avant est très bon. Si avec 2 personnes de grande taille à l'avant, l'espace arrière est réduit pour les jambes, eh bien un enfant dans un siège adapté aura toutefois de la place. Ne comptez en tout cas pas loger 4 grands adultes dans cette auto, du moins pas pour de grands trajets. Pour le coffre, la forme de la voiture le limite un peu, mais il est profond et dispose d'un double fond pour loger câbles et objets nécessaires comme un chargeur secteur. Il fait 326 litres, ce qui est suffisant pour une citadine. Voyons maintenant l'équipement et les fonctionnalités. Vous avez probablement déjà vu des vidéos d'essai et je ne vais pas tout vous énumérer. Je vais plutôt me concentrer sur les choses que j'ai trouvées futées ou pas. À l'intérieur, la séquence d'accueil est sympa à voir. Elle se déroule sitôt qu'on ouvre la porte, mais n'active pas l'auto pour autant. Pour mettre le moteur en route, il faut appuyer sur le bouton Ad hoc. Lorsqu'on vient d'une Tesla, c'est un peu perturbant, mais pour un utilisateur de voiture thermique, bon bah ma foi, ça peut avoir du sens. L'autre chose qui perturbera un client est la profusion de boutons et leviers. C'est le goût de chacun, mais personnellement, je trouve qu'il y en a un peu trop dans certains coins, et en particulier autour du volant. Autant je souscris totalement à la barre de boutons physique sous l'écran central qui permet de libérer de l'espace sur ce dernier, ce qui lui permet d'être plus petit que sur une Mégane, mais en faisant tout de même le job, autant la commande de radio et le levier de vitesse auraient pu être placés autrement. Il m'est arrivé plusieurs fois d'allumer les essuie-glaces en voulant passer une vitesse ou vice-versa. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous parler d'un point que je pense mal compris par pas mal d'essayeurs. La commande de boîte a bien une fonction parking, mais elle n'est pas sur le levier. Je m'explique. Sur ma Tesla, il y a un bouton P sur le levier de vitesse. Mais il ne fait rien de plus que ce qu'on fait en mettant le frein à main sur la R5. C'est juste que la commande est placée sur la console centrale pour cette dernière.
D'un point de vue technique, aucune des deux n'a de réelle fonction parking. Et c'est le cas de beaucoup de voitures électriques. Sur les anciennes voitures à boîte automatique, il existait une position parking qui bloquait mécaniquement la transmission, grâce à une pige qui immobilisait l'arbre de sortie de boîte. Cela permettait de faire tourner le moteur sans pour autant que l'auto ne se déplace, et sans mettre le frein à main. Celui-ci n'était utilisé qu'en pente pour éviter de trop forcer sur la pige. Avec l'arrivée des freins à main électriques, tout comme des commandes électriques de boîte, cela n'a plus de sens. Sur une voiture électrique, le moteur est en liaison rigide avec le réducteur et le blocage mécanique est encore moins utile. C'est même un problème sur certaines autos. Prenez le Fisker Ocean par exemple. Le youtubeur américain Rich Rebels en a acheté une en panne. La batterie 12 volts étant morte, cela avait déclenché les blocages mécaniques des deux moteurs. Même en désactivant manuellement le frein à main avec la commande de secours, il ne pouvait pas déplacer le véhicule. Imaginez si ça arrive en pleine circulation. Il faudrait attendre le dépanneur pour évacuer le véhicule et ainsi éliminer un danger potentiel. Pour ce qui est de la commande, j'aurais préféré un petit levier sur la console pour enclencher les vitesses avec un bouton P dessus. Cela aurait évité d'avoir trop de leviers autour du volant. Pour la radio, les commandes tactiles auraient suffi pour rechercher de nouvelles stations ou pour piloter l'ensemble du système d'infotainment. Cette commande inutile est d'autant plus dommage que Renault a ajouté 2 boutons sur le dessus du tableau de bord pour régler le volume, ce qui est très astucieux. Les 2 passagers y accèdent facilement sans devoir décoller le dos du siège. Pour le reste, les commandes sont intuitives et plutôt agréables. L'écran central tactile est assez réactif et franchement assez grand pour un usage courant. L'écran devant le conducteur est lui aussi très sympa et personnalisable. Encore une fois, il y a pas mal d'infos qui s'affichent, et cela peut perturber un propriétaire de Tesla, mais bon, pour les autres, ils seront pas trop perdus. Pour ce qui est de l'interface utilisateur, elle est très complète et bien fournie en paramètres, mais ça fait quand même un peu complexe d'un prime abord. Une fois qu'on a tout configuré par contre, la complexité de départ se fait oublier. La navigation est précise et agréable, tout en offrant un planificateur plutôt exact finalement. Voilà qui permet largement de se passer d'Apple CarPlay ou d'Android Auto. Mais Renault offre tout de même le choix. Fluide et réactive, ces 2 applications permettent de retrouver un univers familier qui fait doublon avec le système interne de l'auto, mais qui permet à tout un chacun de faire le choix qui lui convient le mieux. Personnellement, je ne pense pas l'utiliser dans notre voiture. Le chargeur à induction pour téléphone est idéalement placé dans la console. Il est accessible, mais empêche de voir les notifications et autres pop-up perturbants pendant la conduite. Un bon point sécurité selon moi. Autre point où je trouve la Renault supérieure à ce que fait Tesla, l'assistant vocal. En fait, je devrais dire les assistants vocaux. Sur la Tesla, il faut appuyer sur le bouton pour l'activer, tandis que sur la Renault, on peut l'appeler directement à la voix. Dites « Hé Renault !» et vous avez un sympathique petit logo animé qui vient interagir avec vous. Il est super pratique pour commander des fonctions basiques de la voiture, telles que l'ouverture des fenêtres. Il est en revanche bien plus limité dès qu'il s'agit de mettre la radio ou la navigation. Mais pour cela, vous pouvez appeler OK Google et vous aurez un assistant désincarné, mais très précis pour déterminer la destination ou changer votre musique. Enfin, cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser l'assistant de votre téléphone, même si c'est un Apple. Un petit « Dis Siri » ou « Siri » vous permet d'accéder à toutes les fonctions habituelles de votre smartphone, comme les SMS, ou initier un appel téléphonique. Ben bravo, là tu viens de déclencher tous les assistants vocaux de tes spectateurs. Ah ouais, désolé. Hein. Bon, sinon je voulais aussi souligner 3 points que j'adore à l'intérieur de la R5. En effet, il correspond parfaitement à mes goûts, même si je sais que ça ne fait pas forcément l'unanimité. Personnellement, je déteste le cuir, qu'il soit de synthèse ou non. Ce matériau, à l'image haut de gamme, est froid et glissant en hiver, et chaud et collant en été. Cela impose les sièges chauffants ou ventilés pour qu'ils soient acceptables. Le seul endroit où je trouve qu'il a du sens est sur le volant pour son toucher plus doux que les plastiques durs. Et encore, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font qui sont très bien. Avec les sièges en tissu, on a le confort sans ajouter de système coûteux et sans source de panne. Les sièges de la R5 sont juste parfaits, aussi bien pour leur forme que dans leur texture. De plus, les réglages électriques et à mémoire n'ont aucun intérêt pour mon usage ou celui de madame. Autant s'en passer. Ensuite, le matériau du tableau de bord ou des portes.
Je trouve extrêmement intelligent d'avoir mis les surfaces souples uniquement aux endroits tactiles, comme les accoudoirs ou les bourrelets du tableau de bord, les endroits où on met les mains. Personne n'ira tâter le dessus de la planche de bord ou les parties inférieures de garniture juste pour le plaisir. En revanche, réduire les plastiques moussés au strict nécessaire a une vertu. Recycler un plastique moussé est une tannée, lorsqu'il est possible de le faire. J'ai travaillé plusieurs fois dans l'industrie du plastique dans mes jeunes années, et à chaque fois qu'on avait affaire à des matériaux multicomposants ou moussés, les rebuts de production partaient directement à l'incinération, car trop compliqué et cher à revaloriser. Renault a fait un choix pour le coût direct de production de sa voiture, mais aussi pour une meilleure recyclabilité de son produit. Et ça, personnellement, moi ça me parle. Enfin, dernier point que je voulais aborder, le toit en tôle. Si c'est féerique pendant 3 minutes d'avoir un toit en verre, personnellement, je suis pas un grand fan. Encore une fois, trop chaud en été, rayonnant le froid en hiver, il est parfois nécessaire de disposer d'un volet pour l'occulter. Donc plus de pièces, plus compliqué, et tout ça, finalement, pour pallier à des inconvénients qu'on n'a pas si on a un toit en tôle. Encore une fois, je trouve que ce sont des frais et dépenses inutiles, voire même négatives, et je préfère dans tous les cas avoir le choix. Ceci dit, j'ai appris à vivre avec tout cela sur ma Tesla, mais j'aurais largement pu m'en passer. C'est juste que c'était de série sur la voiture. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour de ce que je trouve futé ou non dans la R5. Passons maintenant à l'essai, et à ce que j'en ai pensé. Bon, bah ça y est. Maintenant qu'on a fait un petit peu tout ce qu'il fallait au niveau de la technique, que je vous ai un peu tout expliqué, je vous ai présenté la voiture, il est temps d'aller faire notre tour d'essai. Alors, le premier parcours, il fait 135 km, on démarre à 84% et la voiture nous indique qu'on devrait arriver à 15%. C'est de l'autoroute à 130, la météo est... voilà. Oups. Donc la température extérieure, je la cherche, elle est de 11 degrés. Donc forcément, c'est pas les conditions idéales. Moi, je vais mettre la voiture en mode sport. Pourquoi? Parce que je veux voir comment elle réagit en mode sport et comment elle va réagir sur autoroute avec le mode le plus performant. La voiture n'est pas préconditionnée, donc je n'ai strictement rien fait en préconditionnement ou quoi que ce soit. Et donc là, maintenant, on va aller sur l'autoroute, on va aller voir ce qu'elle a comme pêche, on va remettre à zéro le compteur. Donc on se retrouve sur l'autoroute avec, on va dire, les premières impressions. Et on va se retrouver chez Ionity à Metz. On va voir ce que donne réellement la voiture. On va pas préjuger, mais je pense que la voiture est pessimiste. Allez, on y va. Alors, la voiture me dit que j'ai 307 km d'autonomie à 83%. Mais 307 km, ça correspond pas vraiment à ce qu'on a sur la navigation. Donc, on va bien voir. Allez, c'est parti. Alors, on peut passer en D ou en B juste en appuyant sur le levier de vitesse. Il garde en mémoire la dernière configuration. C'est une habitude à prendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude de commande au volant. Pour moi qui ai l'habitude avec la Model S, ça me va très bien, mais il y a vraiment des habitudes à prendre un peu partout dans la voiture. Alors, le petit bruit piéton est vraiment très discret. Et moi, je trouve ça excellent au sens où sur la Zoé, c'était juste horrible. Là, c'est un son qui est fait par Jean-Michel Jarre. Donc j'ai déjà préprogrammé la voiture pour pas mal de choses, entre autres pour ce son-là, mais aussi pour une autre chose qui est le bruit des clignotants. Parce que si vous le laissez en normal, c'est très fort. Je trouve que là, c'est déjà largement suffisamment fort. Le son sera pas forcément top, mais on verra ce que ça donne. Je prendrai le meilleur son des deux caméras, donc celle-là ou celle-là. Il y a un truc qui est génial sur le régulateur adaptatif que j'adore sur cette voiture, alors qui existe d'une autre manière sur ma Tesla, mais c'est moins intuitif et moins sympa. Là, en fait, vous avez la possibilité, avec le petit bouton là, de d'acquitter un changement de vitesse. Donc là, par exemple, on est à une vitesse limite de 80 km/h. Et donc là, on va passer un panneau 90 et elle va me l'indiquer. Et donc, il me suffira d'acquitter pour changer la vitesse du régulateur de vitesse. Voilà.
Donc là, elle me dit 90, j'acquitte. Donc maintenant, la nouvelle vitesse, c'est 90 km/h. Le soleil sort, ça c'est sympa. Donc là maintenant, je précise aussi que cette voiture est 100% neuve. Donc elle avait 6 km quand je l'ai récupérée. Ce qui veut dire une chose, ça veut dire aussi que il est possible que les BMS, donc de la batterie ou l'ordinateur de bord intégré à la voiture, avec les mesures de consommation, etc., n'est pas d'historique. Et ça risque d'expliquer une différence de consommation par rapport à ce qu'on va voir en réalité sur l'autoroute. Parce que là, quand on va arriver à Metz, à mon avis, on sera à plus de 16 ou 17%. Vraiment. Alors l'environnement sonore de la R5 est forcément différent de celui de la Tesla. Et donc on va le remarquer beaucoup au début. Puis petit à petit, ça va s'atténuer. En tout cas, je trouve qu'en termes de bruit, ça va. C'est relativement silencieux. C'est pas non plus le grand silence comme dans certaines voitures à 100 000 balles. Mais bon, c'est pas une voiture à 100 000 balles. Ça reste une citadine. Ça reste une voiture où il faudra avoir un petit peu de backup de ce qui se passe autour. Au niveau visibilité, c'est bien. Moi, j'aime bien, ça me va. Je me sens un peu plus cocoon que dans la S parce qu'il n'y a pas le toit en verre. Alors, le régulateur adaptatif a tout de suite réagi. Il y a une voiture qui est rentrée sur la route et là, il a tout de suite réagi et de manière plutôt douce. Il a freiné, voilà. Et puis maintenant, la voiture devant réaccélère. Ça va très bien. Donc, bon point pour le régulateur adaptatif. Je précise que ma voiture d'essai n'a pas le suivi de ligne. Par contre, notre voiture l'aura, donc ce sera la même que celle-ci, mais avec le suivi de ligne en plus. Voilà. Ça y est, on arrive sur l'autoroute. Alors, par contre, pas de télépéage cette fois, puisque je l'ai laissé dans la Tesla, vu que il faut que la voiture soit la bonne. Alors, au niveau des freins, il faut s'habituer, ils sont sensibles, mais ça va. On va dire, c'est typiquement Renault. Les freinages Renault sont en général assez incisifs, donc il faut prendre l'habitude d'être un peu délicat. Dans mon souvenir, à l'époque de ma R5, donc dans les années 80, quand j'ai eu mon permis, déjà les Renault étaient plus incisives au niveau du freinage qu'une Peugeot par exemple, qui était beaucoup plus caoutchouc que d'ailleurs comme la commande de boîte. Ici il n'y a plus de boîte, mais c'était pareil. Donc très sincèrement, je préférais largement ma Super 5 à la 205. Vu que ma mère a eu les deux, je pouvais bien comparer. Ok, alors déjà, on a de la régénération. C'est pas énorme, mais si on roule peinard et si on anticipe bien, eh ben ça suffit. Allez, zou, c'est parti, on arrive sur l'autoroute et là la voiture me dit déjà 20%. Mais bon, j'ai roulé à basse vitesse. Donc, c'est parti pour maintenant 130 km/h. Ah ouais, non mais l'insertion, ça va bien. Là, on arrive à Mézières-les-Messes. Et le trajet s'est très très bien passé. J'ai roulé assez vite, puisque j'ai mis 135 km/h sur le régulateur. Bah, il y a eu pas mal de circulation, donc il fallait réaccélérer, ralentir, etc. Et les 150 chevaux de la voiture suffisent très largement. Franchement, c'est très sécurisant. On relance facilement, on est vraiment en sécurité. La stabilité de la voiture est très bonne. Elle a une fermeté sur autoroute qui est agréable. Fermeté qu'on retrouve pas à basse vitesse. Donc je sais pas comment Renault a fait, mais franchement ils ont fait très fort. Parce qu'on va retrouver la précision que j'ai sur la Model S, mais sans la sécheresse de la suspension à basse vitesse. À voir comment ils ont fait, mais franchement c'était très bien. C'est au niveau conduite sur autoroute, ça a beau à pas être une autoroutière cette petite R5. Elle est franchement très agréable. Vraiment très agréable. Moi je dis ben chapeau Renault. Il y a beaucoup de commentaires qui disaient que la caméra de recul est pas géniale en termes de qualité. Ouais, elle est pas excellente. Bon, elle fait le job, on va dire. Alors, qu'est-ce que nous avons comme borne Ionity disponible?
Allez, on va aller chez Ionity et on va aller se mettre au plus proche. Hop. Et voilà. Bien, alors, maintenant je suis arrivé, j'ai ma consommation, mais je vous la montre pas. Voilà, je vous le verrai à la fin. Je vais prendre les photos avec tout ce qu'il faut et je vais remettre à zéro et on va charger. Par contre, je vais faire un test parce que théoriquement, on devrait fonctionner avec la carte bancaire Visa, voilà. Donc là, normalement, ils me disent... Ah ouais, non, mais c'est Pay with your smartphone. Non, 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 non. Security violation. Donc, pour la carte bancaire, c'est mort. Maintenant, on va voir si j'arrive à faire quelque chose avec l'application Ionity. Bon bah voilà, 23 minutes de charge, on a fini. On va y aller. Donc pour ça, je vais remettre à zéro. Je suis parti avec 80% de charge et on va essayer d'aller jusqu'à la maison. Cette fois-ci, donc, je suis en mode confort. Et pour une raison précise, c'est que c'est la configuration que je roulerai le plus souvent avec la nôtre. Et surtout parce que même en montagne, elle est largement suffisante. Ensuite, je suis en mode B, toujours, pour avoir la régénération maximum. Là, maintenant, je roule direction Nancy. Je vais mettre mon régulateur à 115 et cette mesure va être très importante. Alors pourquoi cette mesure est plus importante que les autres? Ben parce que je pense que la R5 sera nettement plus efficiente à 110 qu'à 130. Ça me paraît être une évidence. Et donc, pour faire des grands trajets, je pense que si on fait les calculs, rouler à 110 permet de gagner du temps. Donc, j'ai besoin en fait de la consommation de référence à 110. La deuxième chose, c'est que mon épouse, avec ses problèmes de vue, eh bien, aura tendance à rouler plus à 110 qu'à 130. Même avec les aides à la conduite. Alors mon éco-score est de 68 sur 100, je suis au-dessus de la moyenne, mais c'est pas terrible. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, zone de vigilance accrue. Oh, ça c'est bien. Je l'ai pas moi sur la mienne. J'avais mal au dos ce matin, j'ai plus mal au dos. Donc j'ai trouvé ma position de conduite dans la R5 qui me va bien. Et puis l'auto est vraiment extrêmement agréable. Petit détail sur la voiture, c'est que quand vous avez les limitations de vitesse, quand il lit les panneaux, il vous indique 90. Et si vous validez, vous allez avoir une validation du 90, mais vous pouvez pas programmer par exemple 5 au-dessus. Et c'est un peu dommage parce que du coup ça oblige à remonter de 5 km/h si on veut être à la vitesse GPS. Donc ça j'ai sur la Model S et ça aurait été sympa de l'avoir sur la R5. Voilà. Bien, alors... Dans 3 km, prendre la sortie D45 en direction de Dabo. Oui, c'est bien. Bien, alors... On a fini la portion quasiment à 110 et très sincèrement, voilà, j'ai toujours le même constat par rapport au trajet sur autoroute. La puissance est suffisante, l'agrément est bon, la sono est pas mal. C'est rien d'exceptionnel pour les audiophiles, mais très sincèrement, voilà, pour écouter de la musique en voiture, ça va très bien. Rien à voir avec les qualités d'antan des autoradios de série. Là, on a quand même, même sans l'option Harman Kardon, quelque chose de très très bien. Vraiment très bien. Si vous entendez un petit gris-gris, c'est que j'ai une vis qui s'est desserrée sur la caméra. Bien. La voiture s'est très très bien comportée. Elle est très agréable. Il manque le suivi de voie, très sincèrement. Si vous prenez une R5 Techno et que vous avez prévu de faire de l'autoroute assez souvent, moi personnellement ça me manque un peu. Donc n'hésitez pas à... Ok, c'est 1000 €, mais ça va. Quand on compare aux options chez Tesla, c'est vrai qu'il y a un monde. Donc je suis content que sur la neutre on l'ait choisi parce que c'est vrai que sur un trajet comme ça, ça peut être agréable. Là maintenant on va sortir de l'autoroute.
et on va tranquillement aller trouver un endroit où se garer. Voilà. On est mieux à l'arrêt. Ok. Bon, alors. Hop. Je vais attaquer la photo. Tac. Alors maintenant, on va prendre des petites routes et on va aller du côté de Dabo pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre en montagne. Sachant que j'ai remis à zéro la consommation et que là, je vais jouer un peu avec. Jusqu'à présent, la voiture me donnait la possibilité d'arriver à Dabo avec 17%. Sachant que de Dabo à chez moi, il reste quelques kilomètres. Je pense que on va arriver à peu près à 10% à la maison. Globalement, c'est à peu près ça. On va rentrer dans un terrain où la R5 est quand même beaucoup plus à l'aise que sur autoroute et sur voie rapide, puisque finalement, pour les grands trajets, la R5, elle n'est pas trop destinée à ça, et en particulier en termes de consommation. Et ça, c'est plutôt important si on fait du grand trajet, mais on verra bien avec les calculs tout à l'heure. Au niveau agrément en ville, la taille de la voiture, l'encombrement est juste génial. Par rapport à ma Model S, c'est sûr que ça change. C'est extrêmement agréable d'avoir une voiture aux dimensions européennes et de se faufiler partout. Alors, j'ai pas encore l'habitude du gabarit de la bestiole, mais bon. Voilà, on voit la régénération, elle est bonne. Je dirais même que par rapport à la Tesla, où j'ai tendance à retenir la voiture à l'accélérateur, celle-ci, je le fais pas. Parce que la régénération n'est jamais brutale. Alors que, par exemple, si on prend la Polestar, qui avait une régénération excellente, mais pas très progressive, et finalement, c'était un sacré truc, quoi. C'était vraiment des réactions assez brutales pour le passager et pas super agréables. Alors qu'ici, voilà, je lève complètement, elle régénère de plus en plus fort, mais progressivement. Donc c'est plutôt sympa. Après, vous voyez, en mode confort, voilà, je mets patate, je suis à 23% de batterie et elle arrache. On sent que ça motrice bien. On a un agrément qui est bon. Et très sincèrement, alors je suis pas un pilote, même si j'ai aimé, il fut un temps, rouler extrêmement vite en montagne. Aujourd'hui, je me suis un peu calmé. Et très sincèrement, les 150 chevaux de la bestiole suffisent très largement en montagne. Et on va voir ça après. Parce que, voilà, moi je suis un habitué des petits cols de montagne. Et très sincèrement, vous allez bouffer tout ce qui roule. Sauf les électriques qui sont plus puissantes ou les gars qui roulent vraiment fort. Mais honnêtement, ça suffit très très largement. Il n'y a pas besoin d'avoir plus. Sur circuit, ce sera peut-être autre chose. Mais en tout cas, sur route ouverte, croyez-moi, ça suffit. Voilà. Là, on est en virage à 70 et ça tient, mais d'une force, alors que les pneumatiques sont des Conti Eco-Contact. Elle tient la route, mais c'est génial, quoi. Elle est vraiment bien. La route est humide ici et pas de très bonne qualité. Et franchement, on garde un très bon confort. La voiture vire à plat. Elle a de la pêche, elle a de la régénération. Franchement, j'ai rarement vu une auto avec un comportement pareil. Et très sincèrement, ça me rappelle la Civic CRX. Ça me rappelle vraiment la Civic CRX qui était petite bombe. Alors pas forcément la plus puissante du monde, mais qui était fun et joueuse au plaisir, quoi. Et là, je retrouve ce plaisir d'aller un petit peu la pousser avec des sièges baquets qui sont à la fois avec du maintien, mais confortables. Et ça, c'est très dur à faire.
Et là, je dois dire que Renault a vraiment fait très très fort. Alors je retrouve un peu un feeling que j'avais dans la Super 5 GT Turbo. Et ça, c'est plutôt une grande qualité, parce que contrairement à la 205 GTI que j'aimais bien conduire mais que je trouvais limite trop instable, la GT Turbo était un peu plus large, un peu plus campée sur ses roues, et donc on pouvait taper vraiment fort et utiliser le turbo à plein. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Le moteur est suffisant, mais le châssis est surdimensionné. Aussi bien les freins que la suspension pourraient accepter largement plus. Donc j'ai hâte de voir ce que donnera une Alpine A290 en version GTS par exemple, qui est la version 220 chevaux, parce que là, à mon avis, ça doit avionner quand même quelque chose de sérieux. Limite, je suis obligé de la calmer, parce qu'elle, elle y va. Elle veut y aller, et franchement, bluffé. Allez, je vous le dis, hier soir, quand j'ai récupéré la voiture, je suis allé faire un petit tour sur ma piste d'essai. J'ai un petit col que j'ai l'habitude de prendre. Et dans ce petit col, je sais où je peux attaquer, je sais comment je peux attaquer, je le connais bien. Globalement, je passe avec toutes mes voitures à cet endroit-là, en faisant attention parce qu'il y a aussi des bestioles. C'est quand même en pleine forêt. Mais voilà, ça fait 25 ans que je teste toutes mes voitures sur ce col. Et là, je dois dire que la R5, c'était pas la plus rapide, mais c'était la plus sûre, parce qu'elle réagit exactement comme on lui demande. À l'époque où j'avais ma Corvette, quand je suis passé par là, c'était pas tout à fait la même chose. La rigueur du châssis était pas tout à fait la même. Alors que là, la rigueur du châssis est impressionnante. Franchement, j'ai l'impression de retrouver la GT Turbo à fond. Et ça, c'est super agréable. Vraiment super agréable. En mode confort, elle fait un peu tout ce qu'on veut, mais c'est suffisant. Voilà. En mode éco, c'est un peu mou, mais bon, après, si quelqu'un n'a pas l'habitude des voitures électriques avec la réponse instantanée, je comprends que le mode éco puisse servir. Moi, je m'en servirai pas. Reste le mode personnalisé. Bon, ça, il faudra que je regarde. Je l'ai configuré pour madame, parce qu'elle, elle aime bien une direction plus dure que moi, donc moi, je pense que je serai en confort et elle en perso. Parce que si je la mets en mode sport, pour avoir la direction la plus dure possible, elle va me faire des grosses accélérations sans le vouloir. Bon, on arrive dans nos premiers cols. Là, on va pouvoir s'amuser un peu. Allez. Bon, c'est mouillé, on va essayer de pas casser la voiture, hein. N'est-ce pas, Alexandre? Non, mais c'est ultra facile. Ultra facile. Même volant braqué, en fait, l'anti-patinage fait un super boulot, parce que là, il s'est pas déclenché. Ah, là, ça commence à... Autre chose que j'ai remarqué, et ça, c'est par rapport, par exemple, au Kia e-Niro, donc modèle 2019-2020, il n'y a pas d'effet de couple. On peut mettre gaz, volant braqué, ça passe. Ça n'a rien à voir avec une Zoé, par exemple, ou avec un e-Niro ou un e-Soul. Moi, je trouve que c'est vraiment agréable parce qu'on peut ouvrir, on peut mettre le pied à la planche sans arrière-pensée. Et ça, c'est très agréable. Ça peut être aussi dangereux parce que au niveau des vitesses, là, par exemple, j'étais au-dessus de la vitesse autorisée. Donc, faut quand même faire gaffe parce que la sensation de vitesse, elle n'est pas énorme dans la voiture. Donc, on se retrouve beaucoup avec
des passages en courbe beaucoup plus rapides qu'avec une ancienne R5 parce qu'on a moins de sensation de vitesse, comme on n'a pas le bruit, on n'a pas le son. Et elle passe très très fort, hein, vraiment très fort. Ce qui est marrant, c'est que cette voiture, c'est vraiment un Dr Jekyll et Mr Hyde. Ça dépend de ce que vous lui demandez. Si vous voulez être doux, vous roulez tranquillement, elle est douce, elle est agréable, elle roule très bien, elle est silencieuse. Et dès que vous allez lui demander de devenir un Mr Hyde, elle le fait. Et ça, c'est assez rare. J'avais pas trouvé ce genre de choses dans une autre voiture parce que vous aviez soit un comportement un petit peu patachon. Oh là 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 là, je suis à... Un petit coup de frein, hop. On reste sur l'angle, hop, et on met gaz. Ah là, par contre sur la bande blanche, elle m'a fait un petit patinage, mais comme dit, la gestion de la puissance moteur, elle est juste excellemment bien faite. Ah, en plus, la route est humide, hein, donc, mais sur le sec, ça doit être une tuerie quand même. Voilà, on relance et ça part vraiment très fort. Et je suis à 16% de batterie, donc elle limite vraiment pas. Avez-vous pensé au mode éco? Ah, elle commence à gueuler là. Bon, il me reste encore une petite portion de route un petit peu sympa. Alors c'était surtout cette partie-là qui était intéressante. Pour une raison précise, c'est que la route est pas mauvaise, on a une bonne visibilité et on peut attaquer un peu. Bon, le petit assistant vocal, il marche bien. Google marche bien et en plus j'ai Siri encore à côté. Donc, franchement, les trois se marchent pas dessus et j'ai pas encore vraiment expérimenté. Hey Renault, ouvre la fenêtre conducteur. C'est génial, voilà. Moi qui suis pas très assistant vocal, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un truc de feignant, mais c'est drôle. C'est vrai que l'assistant vocal, ça peut être sympa si on veut pas quitter la route des yeux, parce que on conduit quand même, faut rester attentif. Donc oui, ça peut être intéressant plutôt que de bidouiller sur un écran ou des choses comme ça. J'ai pas encore regardé, j'ai pas le temps sur cet essai qui est trop court d'aller regarder les choses en détail, mais bon. Sincèrement, par rapport à la Zoé que j'avais essayé il y a quelques années, franchement, il y a un monde d'écart. On peut pas comparer la R5 à une Zoé. Alors je pense qu'elle est comparable en taille, mais c'est tout. Après, en dynamisme, en fonctionnement, on peut pas la comparer à une Zoé, jamais de la vie. C'est une voiture fun, la R5. Au-delà de son aspect, dans son fonctionnement, dans son usage, elle est fun. Et ça, moi, ça me donne le sourire. Je suis très content du choix de madame, parce que je sens que je vais m'amuser au moins autant qu'elle. Nous voici de retour au studio pour les résultats de nos mesures. Comme attendu, les consommations ne sont pas les meilleures que j'ai pu enregistrer sur mon parcours. Mais la petite R5 ne démérite pas. Sur la portion route et montagne, malgré une grande partie à l'attaque et en montée, j'ai consommé 14,9 kWh au 100. En tablant sur 52 kWh utiles, cela donne une autonomie de 348 km. À vrai dire, je m'attendais à ce chiffre. On notera que l'essai s'est déroulé avec des températures de 11 à 13 degrés et non pas 30 degrés comme pour la Polestar 2 ou ma Model S. Autre détail, la journée était particulièrement brumeuse et j'ai même essuyé une petite averse sur le trajet. On est loin des conditions idéales et donc la consommation enregistrée est plus qu'honorable. En usage quotidien, si on considère qu'il faut limiter la charge à 80% pour préserver sa batterie et qu'on rechargera lorsqu'on a 10% de batterie, alors l'autonomie est de 243 km en pratique.
C'est pour beaucoup d'usagers le kilométrage parcouru en une semaine. Pour la partie à 110 km/h, j'ai consommé 18,9 kWh au 100. Encore une fois, c'est plutôt pas mal pour les conditions. Cela donne une autonomie de 275 km. J'ouvre ici une parenthèse. Lorsqu'on prépare un grand voyage, on charge à 100% au départ. Si on est un peu prudent, on essaye de trouver une station de recharge lorsqu'on a atteint 10% de batterie environ. Descendre bas permet de gagner du temps sur la charge, puisqu'une voiture charge toujours plus vite si la batterie est vide. Plus la batterie est pleine, plus la puissance de charge diminue. Toujours selon ce principe, on chargera jusqu'à 80% maximum si l'arrêt n'est pas destiné à autre chose, comme un repas par exemple. Lorsqu'on reprend la route, on va de nouveau rouler jusqu'à 10%, puis recharger, etc., etc. Le premier tronçon de votre trajet à 110 sera donc de 100 à 10%, soit environ 250 km, ou 2h15 à 2h30 de route. Les tronçons intermédiaires auront 193 km, soit 1h45 de route. Autrement dit, à 110, la R5 s'avère plutôt pas mal pour faire de grands trajets occasionnels. Mais si on est pressé, est-il judicieux de monter à 130 sur l'autoroute? Ma consommation s'est élevée à 21,9 kWh au 100 dans ces conditions. C'est un peu plus élevé que ce que j'attendais, mais encore une fois, les conditions étaient contre moi, et la voiture a dû préchauffer la batterie et l'habitacle en début de trajet. L'autonomie complète s'élève donc à 237 km dans ces conditions, soit 1h40 de route environ pour atteindre 10% ou 213 km. Ensuite, en rechargeant à 80%, on se retrouve avec 166 km d'autonomie, et donc 1h15 de route. Si je prends ces résultats et que je les entre dans un tableur pour avoir un trajet effectif de 1000 km, je peux donc savoir s'il est mieux de rouler plus vite et de charger plus, ou bien de prendre son temps et de faire des étapes de 2 heures environ. C'est l'option 130 qui gagne de plus d'1 heure, mais avec un trajet extrêmement haché. Dans cette situation idéale, qui n'arrivera jamais dans la vraie vie, c'est plus rapide, mais aussi 23% plus coûteux de procéder ainsi. Si vous utilisez par exemple les bornes Ionity sans abonnement Mobilize, alors il vous en coûtera 113,51 € pour 1000 km à 130 et 92 € à 110. Si vous prenez l'abonnement à 4,99 € juste le mois de votre trajet, alors cela vous coûte 50,23 € à 110 et 60,79 € à 130. Coût de l'abonnement compris. Et encore, j'ai pas compté la charge de départ à domicile qui n'est pas au même prix que celle qu'on va avoir sur les bornes Ionity. On est bien loin des allégations partiales et putaclic de TF1 ou M6 Turbo. Avec une Clio hybride, dans les mêmes conditions, à savoir 130 km/h avec une consommation de 7 litres au 100, le test de conso a été réalisé par l'Automobile Magazine, et un prix de 1,85 € le litre sur autoroute en moyenne, eh bien ce même trajet aurait coûté 133,20 € avec la Clio. En tout cas, il me tarde d'avoir la nôtre pour voir ce que cela donne dans la vraie vie sur ce type de trajet. Et croyez-moi, je pense qu'on va bien s'amuser à faire tous ces grands trajets pour vous informer et vous donner les résultats. J'ai aussi hâte d'avoir des données sur le long terme, car mes mesures, tout comme celles faites ponctuellement, ne sont jamais vraiment pertinentes, même si elles donnent une indication. En effet, un résultat n'est précis que s'il est reproduit, encore et encore, tout au long de l'année dans des conditions réelles. Les comparatifs sont aussi plutôt hasardeux, même si on compare à un modèle de référence. Les classements sont donc plus ou moins précis et dépendent fortement de conditions exceptionnelles ou variables, mais aussi du sérieux de l'expérimentation. Les comparatifs faits comme par Björn Nyland, Out of Spec ou la chaîne EV sont sympas et répondent à des conditions standardisées, car ils respectent des protocoles relativement précis. Ils sont toutefois à prendre avec prudence, car il y a tant de variables qui peuvent influencer le résultat que faire un seul test avec une seule voiture peut être biaisé, en particulier s'il y a des résultats serrés. En ce qui me concerne, le fait d'avoir la R5 va me permettre de vous donner des résultats après plusieurs mois, après plusieurs années, et de vous donner des mesures qui sont vraiment corrélées à la vraie vie. Bien, maintenant, il est temps de conclure cette vidéo avec ce que j'ai aimé sur la Renault 5 et ce que j'ai moins aimé. Dans les plus, on peut faire une distinction entre la voiture et sa philosophie. Parlons d'abord de la voiture. Premièrement, ça bouille. Clairement, le style de la R5 est son point fort majeur.
totalement tournée de nostalgie pour tous ceux qui ont eu des R5 en étant jeunes, elle est aussi une voiture moderne très réussie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le choix de couleurs pétantes est aussi un plus qui permettra à ceux qui en ont marre du gris, du noir ou du blanc de se faire plaisir. Deuxièmement, son dynamisme. Tenue de route, freinage, confort et agrément sont bien présents et on prend énormément de plaisir à son volant. Troisièmement, sa praticité. Avec une hauteur de caisse idéale pour un accès facile et ses portes arrière s'ouvrant largement, la R5 est facile à vivre, même pour des vieux comme nous. On ne descend pas en voiture comme dans une berline très aérodynamique et on ne monte pas comme dans un SUV. Le rapport encombrement-habitabilité est excellent, avec en plus une largeur au coude qui est une des meilleures de sa catégorie. Quatrièmement, sa qualité de fabrication. Sur cette R5, mais c'était déjà le cas sur les derniers modèles de la marque, la qualité perçue a fait un bond énorme par rapport aux anciennes générations, et en particulier la Zoé. Les plastiques et ajustements sont de qualité, même si les grincheux se plaindront du manque de plastique moussé plus statutaire. Cinquièmement, son interface utilisateur. Par rapport à l'interface AirLink, le système Google est bien intégré, et franchement, il y a un monde de différence. Il permet de profiter à plein des qualités de la voiture et gomme les défauts de l'électrique, comme pour la recherche de bornes de charge ou le planificateur de trajet. Sixièmement, son esprit durable et local. On entre ici dans la partie philosophie et la R5 a de sacrés atouts par rapport à la concurrence. Production française de la majorité des éléments, recyclabilité et absence de terres rares dans son moteur sont 3 éléments qui m'ont séduit dans cette auto. Ce dernier point empêche la R5 d'être la plus efficiente au monde, mais c'est un choix que j'apprécie, tout comme j'appréciais le même choix chez Tesla pour la Model S et ses moteurs à induction lorsque je l'ai acheté. Parlons maintenant des points que j'ai moins aimés. La critique principale que je ferai à la R5 est une partie de son ergonomie. Avec la prise de charge placée du mauvais côté, on se pose la question de ce choix puisque toutes les autres Renault ont tout juste. À l'intérieur, les commodos trop nombreux et complexes demandent un peu de temps pour s'adapter. Si on n'a pas l'habitude d'une auto à l'ancienne, il suffirait de supprimer la commande de radio et de déplacer le levier de vitesse pour que ce soit bien mieux. Autre point que je trouve carrément mauvais, et c'est vraiment le seul, c'est la qualité de la caméra de recul. C'est d'autant plus étonnant que la Mégane ou le Scénic n'ont pas ce défaut. Comme pour la trappe de recharge, on se demande bien pourquoi. En ce qui me concerne, j'ai du mal à comprendre ce choix, et ce sera tout de même à confirmer lorsque nous recevrons notre propre voiture début 2025. Il est possible que Renault ait changé les choses d'ici là, en tout cas on l'espère. Ma critique suivante sera pour vous, car de mon point de vue, j'ai pas eu de soucis. Toutefois, il faut être honnête, et je dois faire la même remarque que sur les nouveaux modèles Tesla. La R5 ne donne pas le choix du mode d'arrêt. One pedal ou pas, rampage ou pas. Chez Tesla, c'est one pedal obligatoire, ce qui me gêne. Chez Renault, c'est rampage obligatoire, ce qui en gênera d'autres. Donner le choix serait une bonne chose. Et d'ailleurs, Renault pense le faire, puisque c'est prévu pour 2025. Enfin, ma dernière critique n'est que formelle, puisque ce petit défaut, selon moi, peut être largement compensé par l'habitude. Un réglage de la régénération avec un mode qui régénère un peu plus qu'actuellement offrirait un réel plus. C'est dans les cartons aussi pour 2025 et les autres modèles de la marque en disposent déjà, avec en plus des palettes au volant. Si je trouve ces derniers gadgets peu utiles, un petit menu supplémentaire dans les paramètres de conduite me suffirait. Et pour cela, il suffirait peut-être de simplement faire une mise à jour. Renault, vous savez, maintenant ce que j'aimerais que vous fassiez. Ma conclusion finale est, vous l'avez compris, que j'ai été particulièrement séduit par cette auto et que j'ai passé 2 super journées avec elle. Encore un immense merci à Renault Saverne de me l'avoir prêté. Pour avoir œuvré dans le monde automobile, j'apprécie le geste à sa juste valeur. Merci beaucoup. J'ai aussi été séduit par une certaine manière de faire de Renault depuis l'arrivée de Luca De Meo à la tête de la marque. Contrairement à d'autres qui font de la voiture électrique juste parce qu'ils n'ont pas le choix en mettant ensemble une liasse d'éléments mal fagotés en espérant que le client ne se rende pas compte, eh bien, Renault a décidé de faire le job. Je m'explique. Les équipes du centre d'études Renault ont pris ce qu'ils avaient, à savoir la Zoé et depuis peu la Mégane, et ils ont énormément travaillé sur plusieurs points. Le premier est l'utilisation. Avec le système Google bien intégré à l'architecture de la plateforme, on a une expérience et une sérénité qui se rapprochent de ce que proposent les meilleurs. Mais surtout Tesla.
J'ai essayé pas mal de destinations dans le GPS de la Renault 5 pour voir si le planificateur fonctionnait bien. Et je trouve que c'est le cas. De plus, il y a autre chose que Tesla n'a pas. On peut en effet indiquer le pourcentage de charge à destination et ça c'est super pratique parce qu'on ne peut pas toujours charger une fois arrivé à destination. Sur le plan de la recharge, le partenariat entre Mobilize et Ionity permet de proposer des tarifs raisonnables. Il permet également de proposer le plug and charge, où il suffira de brancher la voiture pour que la charge se déclenche, comme chez Tesla. C'est un des points que je testerai lorsque mon épouse aura sa voiture, puisque là, je n'avais pas la possibilité de l'activer, puisque je n'avais pas le compte MyRenault connecté à la voiture. Autre point important, Renault a travaillé sur la simplicité de production de sa voiture. Et encore une fois, en copiant Tesla. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que j'en ai la preuve formelle. Lors de mon JMT sur le salon de Paris, je vous parlais d'une société appelée Caresoft. Société qui fait le même travail que Sandy Munro et démonte les voitures pour en tirer les secrets. Renault a eu recours à cette société. Et voici un extrait du rapport confidentiel qu'ils ont eu pour un comparatif entre la Renault Mégane E-Tech et le Tesla Model Y. Les enseignements de telles études mettront du temps à être mis en application, mais la R5 en bénéficie déjà partiellement. Renault a réduit son temps de construction de 30% par rapport à la Zoé, et ce n'est qu'un début. Le prix de la voiture reflète peu cette amélioration, mais ce sont sur les marges que Renault doit le voir. Et mine de rien, cela vous avantage, cela nous avantage aussi, nous les clients. Si une voiture est profitable, un constructeur aura tout intérêt à la produire en masse, tandis que s'il perd de l'argent à chaque voiture, il réduira ses capacités de production afin de perdre moins. Exemple de ce qu'ont fait les constructeurs comme Lucid ou comme Ford. Tant qu'ils ne sont pas rentables, ils retiennent les quantités de production, bien parce que sinon ça veut dire aller directement à la faillite. Bon, ok, un billet de plus de 30 000 €, c'est pas donné. Mais comme pour ma Tesla Model S, j'ai fait le choix de financer une entreprise qui va dans le bon sens. Renault a besoin de vendre ses modèles haut de gamme pour que la 5 à 25 000 € sorte dans de bonnes conditions. Et ça, c'est plutôt important parce que cela pérennise une entreprise locale et des emplois français. En tout cas, si on devait retenir quelque chose de cette troisième mouture de la R5, elle est certes sacrément craquante, mais elle est aussi tournée vers l'avenir autant que vers le passé. Si beaucoup font des voitures électriques pour faire comme tout le monde, celle-ci a un petit plus qui la rend intéressante et désirable, tout comme une Tesla ou d'autres marques qui ont décidé de s'approprier le futur électrique de l'automobile. Reste à évoquer le petit souci dont je vous parlais en tout début de vidéo. Cela ne m'est pas arrivé souvent lorsque j'avais des voitures de fonction ou des voitures d'essai. Et c'est d'autant plus vrai depuis que j'ai ma Model S. En fait, je n'ai eu ce souci qu'avec le Model Y l'an dernier, et je l'ai retrouvé avec cette R5. Je n'avais pas du tout envie de la rendre. C'est la première non Tesla qui m'a fait ce coup au cours des 7 dernières années, et pourtant, j'ai essayé beaucoup de voitures dont la majorité n'ont pas donné lieu à des vidéos. Franchement, cette auto entre dans une catégorie où Tesla était maître, celle des autos qui méritent le slogan du choucroute garage. Tu l'essayes, t'es foutu. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Cela m'aide à faire pérenniser la chaîne pour vous refaire des contenus de ce genre dans le futur. On se retrouve la semaine prochaine pour le JMT et j'espère pour d'autres vidéos plus qu'intéressantes. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.